Quand ils ont jeté en prison les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher des catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Alors, ceci est une introduction à l'historique de la rose blanche en Allemagne, car il s'est trouvé en Allemagne des gens pour se dresser contre le nazisme. Le 22 février 1943, 3 étudiants allemands d'une vingtaine d'années sont guillotinés dans la prison de Stadelheim, près de Munich. Leur crime est d'avoir dénoncé le nazisme dans le cadre d'un mouvement clandestin, la Rose Blanche, die Weiße Rose en allemand. Comment, de juin 1942 à février 1943, une poignée de jeunes étudiants chrétiens ont-ils pu défendre les valeurs démocratiques au prix de leur vie? Comment ont-ils pu diffuser 6 tracts incendiaires tout en écrivant le soir des slogans pacifistes et anti-nazis sur les murs de Munich? Résidant à Ulm et âgé de 14 ans en 1933, le lycéen Hans Scholl n'est pas au début insensible au discours de Hitler. Comme tous les jeunes Allemands de son âge, il s'engage avec sa sœur Sophie, qui a 12 ans dans les jeunesses hitlériennes, mais prend assez vite ses distances. Aidé par ses parents et encouragé par l'éditeur Karl Muth du mensuel catholique Orland, il rompt avec le national-socialisme et se consacre à ses études de médecine. Il lit les penseurs chrétiens, Saint-Augustin, Pascal et l'Écriture sainte. Mais il est arrêté et emprisonné en 1938 pour sa participation à un groupe de militants catholiques. 4 ans plus tard, sa décision est prise. Il décide d'entrer en résistance par l'écrit après avoir lu des sermons de l'évêque de Münster, Monseigneur von Galen, dénonçant la politique du gouvernement à l'égard des handicapés. Un noyau dur se constitue autour de Hans et Sophie Scholl, qui sont protestants, et de 3 étudiants en médecine que lie une solide amitié. Alexandre Schmorell, 25 ans, orthodoxe, fils d'un médecin de Munich, Christoph Probst, 23 ans, marié, père de 3 jeunes enfants, et Willy Graf, 24 ans, catholique. Il est bientôt rejoint par Traute Laffrens, une amie de Hans. En juin 1942, alors qu'Hitler est au sommet de sa puissance, le petit groupe décide d'appeler les étudiants de Munich à la résistance contre le régime nazi, qualifié de dictature du mal. Sophie se garde d'informer de ses actions son fiancé, qui est un soldat engagé sur le front de l'Est. En moins de 15 jours, les jeunes gens rédigent et diffusent 4 tracts signés « La Rose Blanche », die Weiße Rose, imprimés dans l'atelier de Munich, mis à leur disposition par l'écrivain catholique Theodor Hecker. Ils sont diffusés de la main à la main, déposés chez des restaurateurs de la ville ou adressés par la poste à des intellectuels non engagés, des écrivains, des professeurs d'université, des directeurs d'établissements scolaires, des libraires ou des médecins soigneusement choisis. Les tracts font référence à d'éminents penseurs, Schiller, Goethe, Novalis, Lao Tzu, Aristote, et citent parfois la Bible. Leurs lecteurs sont invités à participer à une chaîne de résistance de la pensée, en les reproduisant et en les envoyant à leur tour au plus grand nombre possible de gens. Willy Graf est enrôlé dans l'armée en juillet 1942 et découvre à cette occasion nombre d'atrocités. Quant à Hans Scholl et Alexander Schmorell, incorporé comme maréchal des logis dans la Wehrmacht en tant qu'étudiant en médecine, passe 3 mois sur le front russe et constate avec effroi l'horreur des traitements infligés aux juifs, aux populations locales et aux prisonniers soviétiques. À partir de novembre 1942, les résistants de la Rose Blanche bénéficient du soutien de leur professeur Kurt Huber, 49 ans, catholique convaincu, de l'université de Munich, qui devient leur mentor. Ils impriment et diffusent leurs tracts à des milliers d'exemplaires dans les universités allemandes et autrichiennes, d'Augsbourg, Francfort, Graf, Hambourg, Linz, Salzbourg, Saarburg, Stuttgart, Vienne et même de Berlin. Le petit groupe collecte en même temps du pain pour les détenus de camps de concentration et s'occupe de leurs familles. Il est toutefois déçu par le peu d'écho de ces initiatives au sein de la population étudiante.
Un 5e tract intitulé « Tract du mouvement de résistance en Allemagne » est distribué à plusieurs milliers d'exemplaires dans les rues, sur les voitures en stationnement et les bancs de la gare centrale de Munich. Plus fort encore, en février 1943, Hans Scholl et Alexandre Schmorell écrivent la nuit des slogans sur les murs du quartier universitaire. Liberté, Hitler, massacreur des masses, Abat Hitler. Imprimé à plus de 2000 exemplaires. Distribué et envoyé par la poste, le 6e et dernier tract commente la défaite de Stalingrad. Condamne les méthodes nazies et invite la jeunesse du pays à se mobiliser. Comme quelques centaines de ces tracts n'ont pu être expédiés, Hans Scholl décide de les diffuser par l'université de médecine. Malheureusement, le matin du 18 février 1943, Hans et sa sœur Sophie sont aperçus par le concierge de l'université en train de jeter un dernier paquet de tracts du haut du 2e étage donnant sur le hall. Ils sont aussitôt arrêtés avec leurs amis, livrés à la Gestapo et emprisonnés à Stadelheim. Le 22 février 1943, après une rapide instruction, le tribunal du peuple chargé des entre guillemets crimes politiques se réunit pour un procès expéditif de 3 heures. 3 heures. Il est présidé par Roland Freisler, venu exprès de Berlin. Cet ancien communiste est l'un des chefs nazis les plus brutaux qui soient. Sophie Scholl, qui a eu une jambe brisée au cours de son interrogatoire par la Gestapo et comparée sur des béquilles, lui fait face avec un courage inébranlable. Freisler prononce lui-même la condamnation à mort pour trahison de Hans Scholl, de sa sœur et de leur ami Christoph Probst, baptisé quelques heures avant son exécution par un prêtre de la prison. Sophie et Hans sont exécutés par les fonctionnaires de la prison de Stadelheim après avoir revu une dernière fois leurs parents, Robert et Magdalene Scholl. Hans Scholl s'écrie « Vive la liberté !» avant de mourir sur la guillotine. Cet instrument a été importé de France en Bavière au XIXe siècle à la suite des guerres napoléoniennes. Depuis, les 3 jeunes martyrs reposent les uns à côté des autres dans le cimetière voisin de la forêt de Perlard. Quelques mois plus tard, un second procès frappe 14 accusés pris dans la même vague d'arrestation. Le professeur Kurt Hubert, Alexandre Schmorell et son camarade Willy Kraft sont condamnés à mort. À l'automne 1943, le réseau de Hambourg est ainsi démantelé par la Gestapo. 10 autres membres de la Rose Blanche, amis des Scholl, jeunes étudiants de l'université d'Ulm ou de Sarrebourg, ou sympathisants actifs comme Eugène Grimminger, les avaient aidés financièrement, sont envoyés en camp de concentration où ils paieront aussi de leur vie, leur participation aux activités du mouvement. Malgré son caractère confidentiel, la Rose Blanche bénéficie d'une notoriété nationale et même mondiale. Le 27 juin 1943, parlant de la naissance d'une foi nouvelle, celle de l'honneur et de la liberté, l'écrivain allemand en exil Thomas Mann lui rend hommage sur les ondes de la BBC, tandis que durant l'été 1943, l'aviation anglaise jette sur le pays 1 million d'exemplaires du dernier tract rédigé par le professeur Hubert. L'ami de cœur de Sophie, qui était sur le front de l'Est, obtient une permission sitôt qu'il apprend son arrestation, mais il arrive à Munich 2 heures après son exécution. Il va entrer dès lors dans Résistance, au péril de sa vie. La Rose Blanche a vécu à peine 1 an, mais la mémoire d'une lutte héroïque contre la résignation et pour la défense de la liberté d'opinion à laquelle, lorsqu'elle est menacée, la Rose Blanche ne s'éteindra jamais. Au nom de la jeunesse allemande, nous exigeons de l'État d'Adolf Hitler le retour à la liberté personnelle. Nous voulons reprendre possession de ce qui est à nous. Notre pays, prétexte pour nous tromper si honteusement, nous appartient. Nous avons grandi dans un État où toute expression de ses opinions personnelles était impossible. On a essayé, dans ces années si importantes pour notre formation, de nous ôter toute personnalité, de nous troubler, de nous empoisonner. Dans un brouillard de phrases vides, on voulait étouffer en nous la pensée individuelle, et on appelait cette méthode « formation pour une conception saine du monde ». Par le choix du Führer, un choix comme on n'en pouvait faire de plus diabolique et de plus borné à la fois, des hommes sont devenus des criminels sans Dieu, sans honte,
sans conscience. Il en a fait sa suite aveugle, stupide. Ce serait à nous, travailleurs intellectuels, de régler son compte à cette nouvelle clique de seigneurs. Des combattants du front sont traités comme des écoliers par des chefs de groupe ou des aspirants Gauleiter. Il n'est pour nous qu'un impératif, lutter contre la dictature. Quittons les rangs de ce parti nazi où l'on veut empêcher toute expression de notre pensée politique. Désertons les amphithéâtres où paradent les chefs et les sous-chefs SS, les flagorneurs et les arrivistes. Nous réclamons une science non truquée et la liberté authentique de l'esprit. Aucune menace ne peut nous faire peur, et certes pas la fermeture de nos écoles supérieures. Le combat de chacun d'entre nous a pour enjeu notre liberté et notre honneur de citoyen conscient de sa responsabilité sociale. Liberté et honneur. Pendant 10 longues années, Hitler et ses partisans nous ont rebattu les oreilles de ces deux mots, comme savent le faire des dilettantes qui jettent au cochon les valeurs les plus hautes d'une nation. Ce qu'ils entendent par ces mots, ils l'ont montré suffisamment au cours de ces années où toute liberté, matérielle aussi bien qu'intellectuelle, toute valeur morale furent bafouées. L'effusion de sang qu'ils ont répandue dans l'Europe au nom de l'honneur allemand a ouvert les yeux même aux plus sots. La honte pèsera pour toujours sur l'Allemagne si la jeunesse ne s'en de pas enfant pour écraser de ses bourreaux et bâtir une nouvelle Europe spirituelle. Étudiants, le peuple allemand a les yeux fixés sur nous. Il attend de nous, comme en 1813, le renversement de Napoléon, en 1943, celui de la terreur nazie. Bérésina et Stalingrad flambalesques, les morts de Stalingrad nous implorent. Nous nous dressons contre l'asservissement de l'Europe par le national-socialisme dans une affirmation nouvelle de liberté et d'honneur.